Récemment, une homéopathe a été reconnue coupable de pratique illégale de la médecine. Donc, dans l'esprit de la loi et du juge, seul un médecin peut être homéopathe. Et il y en a. Mais ce sont des médecins qui sont en avance sur la Corporation des médecins et la Régie de l'assurance maladie du Québec. Parce que la Corporation, sous des airs d'ouverture, impose de telles contraintes à ces médecins homéopathes qu'à toutes fins utiles, ils sont incapables de pratiquer en toute légalité l'homéopathie. Quant à la Régie de l'assurance maladie, ces poursuites contre des médecins homéopathes sèment la peur. Le problème d'asthme, oui. Et là, depuis combien de temps? Puis ça a commencé comment? Bon, le problème d'asthme est là depuis à peu près 4 ans. Un bon jour, alors que j'étais ici à mon bureau, les policiers sont arrivés avec un inspecteur de la régie, et puis ils ont fait une saisie de dossier, ils sont arrivés avec un mandat. Des policiers, là? Ah, c'est ça. Policiers, ils sont arrivés avec un mandat de perquisition. Puis là, ils ont saisi les dossiers. Et puis ensuite, on m'a dit qu'on me donnerait des nouvelles là-dessus, que j'étais formellement accusé de faire de la fraude. On m'a remis un mandat correspondant. Et puis ensuite, ben là, c'est ça. Là j'ai été obligé de... Le docteur François-Guy Doré a été obligé de se défendre d'une accusation criminelle de fraude portée contre lui par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Là, vous aurez une entrevue avec le docteur Doré qui va durer à peu près 1h30. Dans sa clinique de Montréal, François-Guy Doré, médecin et homéopathe, regroupe autour de lui un acupuncteur, un ostéopathe et d'autres professionnels pour fournir à ses patients une approche plus globale de leur santé. En plus de présenter leur carte soleil, les clients de sa clinique déboursent des frais supplémentaires. C'est cette double facturation qui lui a valu l'accusation de fraude. Par ailleurs, j'étais conscient aussi du fait que, je prenais certains risques quand même. Je suis dans une zone grise, il n'y avait pas de statut, il n'y avait pas de loi. C'est une zone où, finalement, il n'y a pas de directive. Alors, j'ai pris la chance de faire ça, de m'engager dans une pratique comme celle-là. Et puis, en sachant que possiblement, il y aurait des problèmes un jour. Possiblement, il y en aurait. OK, ça c'est bon. On continue. Lors de son procès, il y a 2 ans, François-Guy Doré est acquitté de toutes les accusations qui pèsent contre lui. La Régie de l'assurance maladie porte la cause en appel et perd encore une fois. Le juge de première instance avait été très clair dans ses conclusions. Le témoignage du docteur Doré m'a grandement impressionné. Les patients qui ont témoigné devant moi sont unanimement satisfaits des résultats obtenus. Ils ont trouvé un médecin qui prenait le temps de les écouter et qui cherchait la cause profonde de leur mal, un médecin préoccupé par leur bien-être plutôt que par leur carte d'assurance maladie. Moi, je passe beaucoup de temps avec les gens qui me consultent. Je dirais qu'en moyenne, dans une semaine, je vois une 40aine de clients. Ce qu'un médecin traditionnel peut voir dans une journée ou dans 2 jours s'il prend vraiment son temps. Alors, le roulement, il y a beaucoup de monde, mais on prend beaucoup de temps aussi avec les gens. Joël aussi faisait de l'eczéma du bout des pieds jusqu'au bout de la tête. Il n'y avait pas un endroit où est-ce qu'il n'y avait pas une plaque d'eczéma. Puis c'était pas juste de l'eczéma, une plaque sèche. C'était de l'eczéma où est-ce que ça saignait, c'était comme une coupure et ça faisait extrêmement mal. Les Brunel habitent Trois-Rivières. Dès l'âge de 8 mois, leur fils Joël souffre de crises d'asthme aiguës et d'un terrible eczéma. Quand j'étais petit, quand j'étais dans mon bain, je me mettais comme ça pour prendre mon bain dans l'eau. À cause que je faisais tellement d'eczéma que ça me faisait mal tout partout. Ça devait pas être facile, ça? Non. C'était pas plaisant de prendre le bain? Non. Je criais en moutadine. C'est bon aussi. Alors, faites-moi un beau ah. C'est bien. Par hasard, les Brunel rencontrent le docteur François-Guy Doré, qui soigne par l'homéopathie, une médecine qui essaie de stimuler le symptôme pour que le corps organise sa propre défense. Si certains ne reconnaissent aucune valeur scientifique à l'homéopathie, les Brunel, eux, en sont très satisfaits. Le résultat, c'est qu'à l'âge de vers 2 ans et demi, 3 ans, l'eczéma était complètement passé. L'asthme était diminué de 75 %. Et puis, la dernière fois où est-ce qu'on a mis, comme on peut dire, les pieds à l'hôpital pour une crise d'asthme, c'était en septembre 88. Alors, les gens consultent pour des problèmes digestifs, pour des maux de tête, pour des problèmes musculo-squelettiques, pour des phénomènes d'allergie. L'action demeure très, très large. Ce que j'essaie de faire, c'est de me servir de mon jugement, puis de voir s'il y a un danger quelconque à me servir d'une approche comme celle-là pour la santé
et la vie du patient. C'est une urgence, je ne me servirais pas de ça. Bonjour, vous êtes à la Corporation professionnelle des médecins? Officiellement, la Corporation des médecins ne reconnaît aucune valeur médicale à l'homéopathie. Officieusement, elle fait preuve de tolérance. Quelques centaines de ses membres la pratiqueraient. Mais la Corporation des médecins vient de publier un règlement qui interdit à un médecin d'offrir toute thérapie alternative s'il existe un traitement médicalement reconnu pour les symptômes dont souffre son patient. Même si le patient demande ou exige un autre traitement qu'un traitement reconnu, le médecin n'a pas le droit de le donner. Et à ce moment-là, s'il le donne, il va avoir des problèmes parce qu'il y a déjà de la jurisprudence qui fait en sorte qu'un médecin n'a pas le droit de donner un autre traitement qu'un traitement reconnu dans un cas de maladie organique. J'ai l'impression que ce règlement-là ne sera pas appliqué à la lettre parce qu'ils savent très bien que c'est une notion d'interprétation et que si les médecins qui pratiquent, par exemple, l'homéopathie, le font en bonne conscience, le font d'une façon scientifique, le font d'une façon avec intégrité, ils vont savoir mettre de l'eau dans leur vin et éviter finalement de créer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est mon interprétation personnelle. Sors la langue. Vas-y, vas-y. Sors ta langue, ma peste. Fais-lui une grimace un peu à Philippe. T'as pas l'air mal. Est-ce que sa voix a été changée? Oui, sa voix a été changée. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup changé. Ou... Oui, elle parlait de la gorge hier. C'était vraiment... C'était pas éraillé du tout, mais... Ah non? Hier soir, ça sonnait vraiment très différent. Très souvent, les gens qui me consultent comme homéopathe sont des gens qui ont déjà essayé les solutions de la médecine traditionnelle. Donc, pour qui, peut-être, supposément, il y avait un traitement médicalement reconnu, mais ce traitement médicalement reconnu, d'une part, soit n'a pas marché, soit a donné lieu à des effets secondaires tellement inacceptables que les gens ont préféré arrêter. Alors, on en revient à la boucle qu'il n'y a plus de traitement reconnu pour eux. Selon la Corporation des médecins, l'homéopathie n'a aucun fondement scientifique. Tout au plus reconnaît-on l'effet placebo, c'est-à-dire l'effet psychologique de cette thérapie alternative. C'est de l'eau sucrée ou non, ou des granules sucrées en général, avec rien dedans. Donc, ils ne peuvent pas, par définition, faire de tort, à moins que la dilution soit très faible, ce qui peut arriver par ailleurs. Et on l'utilise à ce moment-là comme placebo pour une durée déterminée, pour tenter de régler le problème du patient. Parce que le médecin doit toujours travailler dans l'intérêt du malade. Il ne peut pas utiliser un placebo pendant des années et des années. Je me dis, bon, avec les enfants, ça fonctionne. Puis, je veux dire, les enfants, l'effet placebo, je peux leur donner un Tylenol. C'est aussi bon au goût que des granules homéopathiques. Parce que maintenant, les médicaments traditionnels ont toujours une bonne saveur. Pour les enfants, c'est facile de leur faire prendre n'importe quel médicament. Pourtant, je vois qu'avec l'homéopathie, ils réagissent très rapidement puis ils se relèvent beaucoup plus vite. Alors ça, c'est très séduisant. La petite fille de Sophie Dansereau souffrait d'otite à répétition. Elle est d'abord traitée en médecine traditionnelle aux antibiotiques. Mais un dimanche soir, alors que sa fille est en pleine crise, Sophie Dansereau ne rejoint pas les médecins qu'elle consulte habituellement. Elle appelle alors le docteur Philippe Estérez, médecin et homéopathe, qui la reçoit le soir même. Avez-vous le goût d'aller jouer après? On va éteindre un peu la télévision, on va aller jouer. La différence est vraiment énorme avec le traitement homéopathique et le traitement aux antibiotiques? C'est énorme. Premièrement, ça agit beaucoup plus rapidement. Dans les antibiotiques, on peut attendre 24 à 48 heures, dépendant des antibiotiques, avant que l'enfant réagisse et ressente les bienfaits et soit soulagé. L'homéo agit dans les heures qui suivent. Quand c'est pas dans la demi-heure, c'est dans les heures qui suivent. Dans la journée, ça va être fini. La douleur, en tout cas. En tout cas, ça a l'air d'aller mieux aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, c'est moins pire. Tu vois, la fièvre a baissé un peu. Le traitement homéopathique requiert de longues entrevues avec les patients. Le docteur Estérez pratique donc une médecine différente de celle de la moyenne des médecins. La Régie de l'assurance maladie estime que les gestes posés par ce médecin ne sont pas toujours médicalement requis. La Régie pourrait exiger qu'il lui rembourse des dizaines de milliers de dollars d'examens pratiqués selon elle inutilement. Il me reproche de n'être pas dans la statistique. Donc, il me reproche de passer éventuellement... Tout est sur le médicalement requis. Est-ce que c'est requis de passer tant de temps avec les patients, médicalement? Et est-ce que c'est requis de les examiner comme je les examine? Voilà ce qu'ils me reprochent. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent me faire comparaître devant un comité de pairs qui doit juger si mon travail est médicalement requis. Autrement dit,
Cela sous-entend que, d'après eux, je pourrais passer du temps inutilement avec mes patients ou les examiner pour rien. Le docteur Estérez n'est pas le seul. Dans les villages de l'Estrie, 4 médecins ostéopathes doivent comparaître devant le comité de révision de la Régie de l'assurance maladie. Ils sont passibles d'être condamnés à rembourser d'importantes sommes d'argent pour avoir posé des actes non requis. Il y a des patients qui viennent de Roxborough, Châteauguay, Québec, Sept-Îles. C'est incroyable. C'est loin que... Des gens qui viennent de très loin pour rencontrer ces médecins-là. Certains de leurs patients ont organisé un comité pour les défendre et font circuler une pétition. Aline Côté en fait partie. La majorité des cas sont des patients qui ont été référés. Moi-même, je suis un cas comme celui-là. C'est mon médecin de famille qui m'a référé. Je n'avais aucune idée de ce que c'était l'ostéopathie avant d'avoir été référé par mon propre médecin. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que finalement, on refuse d'une part la Régie de reconnaître un acte médical qu'implicitement une majorité de médecins omnipraticiens reconnaissent de toute manière puisqu'on nous réfère à ces médecins-là pour des problèmes très spécifiques qu'eux-mêmes ne savent pas comment soigner. Nous sommes à North Atlee. Il y a ici un médecin qui pratique la médecine ostéopathique qui est poursuivi par la Régie de l'assurance maladie, qui lui réclame un remboursement de 90 000 $. Dans les villages de l'Estrie comme celui-ci, c'est dans un véritable climat de peur que se pratique cette médecine ostéopathique. D'ailleurs, nous avions demandé à 2 médecins poursuivis par la Régie de nous accorder des entrevues. Ils ont refusé en nous disant qu'ils craignaient énormément pour leur avenir, un avenir qu'ils estiment entièrement à la merci de la Régie de l'assurance maladie. Nous autres, on a quasiment un épée de Damoclès sur la tête. Je veux dire, on travaille, on essaye de faire un travail qui est le plus consciencieux et humainement parlant, le plus correct aussi, tout en respectant le patient. Mais on sait très bien que quand on doit charger, là, c'est où, là, est la polémique. Qu'est-ce que je dois charger? Qu'est-ce que je peux charger? Pourtant, j'ai pratiqué cet acte-là, j'ai pratiqué cet examen-là, mais par contre, j'ai peur de... Parce que un de mes confrères... Enfin, je veux dire, c'est... OK. Une épaule plus basse, ici. OK, la ligne blanche est un petit peu en courbe. Le docteur Laurent Mongeau pratique la médecine ostéopathique à Sherbrooke. Par la manipulation des muscles et des articulations, l'ostéopathie guérit certaines maladies. Il a très longuement hésité à nous accorder une entrevue. Il sait très bien qu'il est probablement l'un des prochains sur la liste de la Régie. Le docteur Mongeau a reçu une formation complète aux États-Unis et affirme que les gestes contestés par la Régie sont considérés comme médicalement requis là-bas. Il a déjà offert à un haut fonctionnaire de la Régie de lui fournir toutes les explications nécessaires. On lui avait offert justement qu'on se présente là-bas, puis qu'on fasse une réunion et puis qu'on puisse démontrer c'est quoi l'examen, puis c'est quoi la pertinence de faire un examen avant de traiter. Puis il a tout simplement répondu que c'était pas pertinent. La Régie de l'assurance maladie nous dit qu'elle attend des instructions du ministère de la Santé pour changer d'attitude. De son côté, la Corporation des médecins affirme que c'est l'affaire de la Fédération des omnipraticiens. La Fédération nous renvoie à la Corporation des médecins. Et pendant que la balle se promène dans tous les camps, la crainte s'installe dans les rangs de ceux qui pratiquent les médecines alternatives. Nous faisons confiance à nos médecins, à nos infirmières, parce que nous savons la formation qu'ils reçoivent. Mais qu'en est-il des médecines alternatives? En 1992, l'Office des professions du Québec a déjà dit qu'il n'y avait pas de risque, sauf pour certaines disciplines, qu'on devrait limiter aux professionnels de la santé, médecins, pharmaciens, dentistes ou même aux vétérinaires. Une de ces disciplines, c'est l'homéopathie. Mais dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe. Nous avons bien sûr des médecins homéopathes, mais il y en a qui ne sont pas médecins. Alors, quelle formation reçoivent ces personnes? Dans ce domaine au Québec, c'est la confusion la plus totale. Que penser de la scoliose? Aucun étudiant du Centre des techniques homéopathiques de Montréal n'est médecin. Ils se préparent tous pourtant à devenir homéopathes. Et cela, même s'ils devront un jour, eux aussi, pratiquer dans l'illégalité. Comptables, urbanistes, vendeurs ou chômeurs, ils investiront plus de 8 000 $ de leur poche et quelques 1 200 heures de leur temps en formation, animés d'une foi inébranlable aux vertus thérapeutiques de l'homéopathie. Quand j'ai commencé, j'étais sceptique, mais j'ai eu tellement des grandes preuves qu'aujourd'hui, je suis entièrement convaincue, 100%. Mais au début, j'étais très sceptique.
Après 25 ans comme infirmière, j'avais besoin de voir autre chose, puis j'essayais de trouver quelque chose qui était comme une santé holistique, qui faisait un tout, la totalité de la personne, et non uniquement la maladie ou un organe en particulier. Certains étudiants, surtout des travailleurs du milieu de la santé, ont refusé de nous donner des entrevues. Mais j'ai eu des réactions très violentes. Hein. J'ai des étudiants qui sont partis du cours, qui ont dit non, moi je reste pas. Ils sont partis bien avant que vous arriviez, hein, de peur de se faire reconnaître, de peur de se faire identifier. C'est une paranoïa un peu, non? Je sais pas. Je peux pas dire que ce soit paranoïaque. J'en ai parlé avec eux. Hein. Quand ils m'ont dit ça, je leur ai dit, écoutez, quand même. On dit que moi, je sois sur la sellette, oui. Mais vous, ils m'ont expliqué. Ils m'ont dit, ben moi, mon boss, hein, c'était écœurant. Il a su un peu que je faisais de l'homéopathie. Là, il check mes affaires pour voir si je donne pas des granules en cachette aux patients, etc. C'est l'enfer. Je sais pas si la paranoïa est chez nous ou de l'autre côté. Moi, je suis diplômée en biochimie, puis je cherche des emplois en pharmaceutique en ce moment parce qu'il y a des ouvertures. Il faut que je travaille dans quelque chose en attendant d'établir une clinique. Puis, il faut même pas que je le mentionne, parce que quand j'ai osé le mentionner dans une entrevue, tout de suite, là, tu vois les gens circuler, ils veulent pas, ils sont certains là, que je vais prêcher contre leur paroisse, tu sais. Professeur et directeur des études cliniques, Georges Aragon n'est pas médecin, lui non plus. Il a complété en Europe sa formation de base en homéopathie après avoir été chef d'entreprise. Nous allons chercher une formation médicale de base, celle qui est pertinente pour pratiquer l'homéopathie, celle qui est pertinente pour connaître le système humain, pour voir et identifier les troubles plus ou moins graves. Et si nous voyons un trouble qui est radicalement dangereux, il est clair que nous envoyons les gens à l'hôpital comme d'autres. Au Québec uniquement, on compte pas moins d'une dizaine d'écoles privées qui offrent des cours en homéopathie. Mais aucune n'est reconnue par le ministère provincial de l'Éducation et de la Science, ce qui ouvre évidemment la voie aux charlatans. D'autant plus que les homéopathes eux-mêmes ne s'entendent pas sur la formation à privilégier, à savoir s'il vaut mieux ou non réserver l'homéopathie aux seuls médecins. Les qualités requises pour être homéopathe, certains médecins vont l'avoir, mais ce n'est pas leurs études de médecine qui vont leur donner. Comprenez? Donc la qualité essentielle, les qualités qu'on essaie de développer chez les homéopathes ne sont pas des qualités qui sont mises en valeur, qui sont valorisées d'aucune manière à l'école de médecine. Donc, on commençait à traiter pour ton asthme en 92. OK. Collègue de Georges Aragon au bureau de direction du syndicat professionnel des homéopathes du Québec, qui regroupe quelques 300 homéopathes non médecins, Claudine Larocque pousse un cran plus loin la controverse. Mais ce qui est important pour nous, c'est de nous assurer que les gens qui pratiquent l'homéopathie au Québec sont compétents. Et au moment où on se parle, ça va sembler énorme ce que je dis, là, mais les médecins, à mon avis, avec la formation qu'ils ont, quand on parle de formation de laboratoire de 200 heures ou de 300 heures, n'ont pas les compétences, n'ont pas la formation pour offrir une homéopathie de qualité. Jacques, je voulais te parler au sujet de ce dossier-là. Plusieurs homéopathes médecins, dont le docteur Jacques Gravel, s'inquiètent au contraire du manque de connaissances médicales des homéopathes non médecins. Je crois que ça demande une base énorme et une base médicale pour si on traite le terrain. En aigu, c'est pas grave, mais si on traite le terrain, c'est-à-dire la répétition des maladies, les maladies chroniques, les troubles psychosomatiques, etc., il faut pouvoir, à un moment donné, se servir de notre médecine, pouvoir faire des examens, vérifier ce qui se passe, changer notre thérapeutique si nécessaire. Et ça, je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'individus autres que les médecins qui puissent le faire. Je pense que ce n'est pas une guerre entre homéopathes qu'il faut faire maintenant. C'est de donner à la population la chance d'accéder à une médecine homéopathique qui a une valeur dans beaucoup de maladies et qui est non seulement une alternative, mais souvent la seule médecine qui peut les aider, de par l'échec de la médecine traditionnelle. La bataille est loin d'être gagnée, ce qui n'a pas empêché les deux grands de l'homéopathie française, les compagnies Boiron et de Lizos, d'ouvrir leurs portes au Québec, où ils contrôlent la part du lion du marché des médicaments homéopathiques qui sont vendus en pharmacie. Oui, alors le premier tube que vous voyez qui est très coloré, c'est ce qu'on appelle une teinture mère.
Donc, c'est un extrait de plantes fraîches donc, qui a été mis à macérer dans de l'eau et dans de l'alcool. Donc, toutes ces procédures de fabrication sont faites en accord avec la pharmacopée, que ce soit la pharmacopée européenne, française ou américaine. Et à partir de ces substances de base, nous allons donc fabriquer toutes les dilutions. Les substances utilisées dans la fabrication de médicaments homéopathiques proviennent de quelques 3000 souches différentes, végétales, animales ou minérales. Le principe de base, c'est la loi de similitude, et je vais vous prendre l'exemple du café. Si vous prenez en fin d'après-midi 4-5 tasses de café, vous risquez d'avoir quelques problèmes pour vous endormir ce soir. Eh bien, en homéopathie, ce même café, mais utilisé à des dilutions homéopathiques, va aider les gens qui souffrent d'insomnie à dormir. Donc, vous voyez, le café concentré empêche de dormir, le café dilué, qu'en homéopathie on va appeler Coffea par son nom latin, va être un des médicaments homéopathiques de l'insomnie. C'est ça le principe de l'homéopathie. Au Canada, la fabrication des médicaments homéopathiques ne fait l'objet d'aucun contrôle. Aucune étude clinique n'est même requise pour les mettre en marché. Le DIN, ou numéro d'identification que portent certains d'entre eux, certifie uniquement qu'ils sont inoffensifs, mais non pas qu'ils sont efficaces. C'est d'un usage traditionnel, un petit peu comme les produits à base de plantes, la phytothérapie. Et nous n'avons donc pas à déposer des dossiers sur les études cliniques de nos produits, mais nous devons quand même soumettre des dossiers sur la qualité de fabrication et des dossiers analytiques sur la qualité des matières premières que nous utilisons. Mais je pourrais, moi, fabriquer des médicaments sans rien soumettre au gouvernement sur quoi que ce soit, en principe. En principe, parce que pour l'instant, il y a quand même un certain vide juridique au niveau de l'homéopathie qui, d'ici 2-3 ans, devrait être comblé. Mais il est certain que monsieur ou madame tout le monde pourrait, à la limite, ouvrir une compagnie, que je n'appellerai pas compagnie pharmaceutique, et fabriquer des médicaments, des produits sans DIN et les distribuer où ils veulent. Bon, ben nous allons continuer notre exposé sur la gestion du stress. Pour accroître leur clientèle, certains laboratoires ont créé leur propre école d'homéopathie. Une cinquantaine de professionnels de la santé, médecins et pharmaciens, entre autres, sont présentement inscrits au cours de la compagnie de l'ISOS, dispensée les fins de semaine dans un grand hôtel de Montréal. Ajoutée à l'absence de normes et aux guerres de chapelle, cette ingérence directe des fabricants dans la formation fournit des munitions supplémentaires aux détracteurs de l'homéopathie. L'idéal pour un enseignement, c'est que ce soit fait par les universités. Mais quand IBM a commencé aux États-Unis, on n'enseignait pas l'informatique dans les universités. C'est IBM qui a fait de l'enseignement de l'informatique. Maintenant que l'informatique est développée, elle est enseignée à l'université, mais IBM fait encore des séminaires. Je crois que c'est un petit peu le même cas pour nous. L'université n'enseigne pas l'homéopathie, donc nous aidons des associations où nous faisons de l'enseignement ou des séances d'information. Mais le jour où l'homéopathie sera plus importante, bon, j'espère que les universités s'en occuperont, et là, le rôle des laboratoires, évidemment, diminuera. L'autre chose que ça nous amène à aller chercher quand il nous dit... Le docteur Jean Drouin, qui enseigne à l'occasion chez Dolisos, est omnipraticien, homéopathe et aussi président de l'Association de médecine holistique du Québec. Le docteur Drouin pratique la médecine familiale au centre hospitalier de l'Université Laval à Québec, le CHUL. Ici, on lui interdit formellement de prescrire des médicaments homéopathiques à ses patients, ce qu'il peut se permettre par contre dans son cabinet privé. Quand j'arrive ici, je fais exactement le même concept. La seule chose, c'est le médicament homéopathique. Mais d'aller chercher des symptômes, d'aller chercher de l'information avec la grille de questionnaire homéopathique, ça ne m'empêche pas de le faire. Alors que de l'autre côté, quand je suis en pratique à l'extérieur de l'hôpital, là, j'utilise plus le produit homéopathique. Donc, ce qui crée le problème, c'est le granule, les gouttes homéopathiques, la prescription homéopathique. Le docteur Drouin et son collègue Louis Latulippe ont tout de même été autorisés par le CHUL à effectuer 2 recherches cliniques en homéopathie. L'une sur l'utilisation de l'arnica pour réduire les temps de saignement, l'autre sur le traitement des verrues. Aucune des 2 recherches, les seules d'ailleurs qui ont été menées au Québec, n'a été concluante. Oui, exact. Du côté scientifique, on pense avoir fait un travail intéressant. Mais de l'autre côté, évidemment, on nous dit que vous n'avez pas respecté l'homéopathie. Par contre, ces protocoles-là ont été acceptés par les compagnies qui ont des chercheurs reconnus aussi et qui ont accepté la recherche, donc ils connaissent bien l'homéopathie aussi. Les organismes subventionnaires actuellement reconnus au Québec n'acceptent pas ce genre de projet-là. Alors donc, il n'y a pas de place. Il est impossible d'avoir des fonds pour évaluer cette thérapie-là actuellement. Donc, c'est très difficile.
Malgré les résultats positifs d'une quinzaine de recherches cliniques pour la plupart européennes, la médecine officielle, du moins au Québec, relègue encore et toujours les médicaments homéopathiques au rang des placebos. Depuis hier, elle a des problèmes avec l'indigestion. Elle mange moins bien. On va essayer de la traiter avec l'homéopathie. Ça se travaille bien habituellement, la digestion. Depuis une dizaine d'années déjà, Jacques Charlebois, vétérinaire dans la petite ville de Warwick, expérimente avec succès l'homéopathie dans le traitement des animaux de ferme. Succès qu'il ne peut décemment pas, dit-il, attribuer à un effet placebo. L'effet placebo chez les animaux, je le mets de côté. Pratiquement impossible à concevoir qu'il y ait un effet placebo. Je crois qu'en prenant une gueule de vache, lui donnant des liquides comme ça, c'est certainement pas entre les deux oreilles que ça fonctionne. C'est vraiment le liquide ou les granules eux-mêmes qui ont déclenché ou supporté une action que l'animal est en train de subir. Plusieurs agriculteurs de cette lian, réticents au départ à ce type de traitement, ont emboîté le pas devant des résultats apparemment convaincants. On a eu des traitements à effectuer sur des vaches qui ont eu des problèmes de mamite aiguë. C'est un problème où la vache est tout simplement éliminée du troupeau dès qu'elle est atteinte de ce problème-là. Et puis, au bout de 2 jours, on est venu à bout de récupérer, remettre sur pied des vaches qui étaient condamnées. Condamnées, ça veut dire qu'ils seraient allés à l'abattoir? Ils étaient condamnés à s'en aller à l'abattoir. Je dois être vétérinaire avant tout. Je dois même faire un diagnostic vétérinaire en médecine traditionnelle. Et après avoir porté un jugement selon les critères qui m'ont été donnés par ma formation de médecin vétérinaire traditionnel, classique, si on peut dire, je peux, si je veux, et avec le consentement de mon client, poursuivre ma démarche avec mon client pour éventuellement peut-être appliquer, dans certains cas, et j'essaie de le faire le plus souvent possible, une thérapeutique dite alternative, habituellement l'homéopathie. Avec les antibiotiques conventionnels, il y a des retraits de lait qui sont obligatoires de 3 à 5 jours, dépendamment du traitement. Avec l'homéopathie, on n'a pas de retrait de lait. Le lait est bon, toute la viande aussi de l'animal est comestible. Donc, c'est une bonne économie financière pour nous autres. Et aussi, c'est important pour la santé de la vache. La vache d'aujourd'hui est soumise à un régime alimentaire assez sévère, mange beaucoup. On a des problèmes à ce moment-là d'appétit, des problèmes de foie, d'engorgement de foie, d'hépatose. Et l'homéopathie est capable, grâce à cette médication-là, de redonner un petit peu de vitalité à des organes comme le foie, le rein, qui sont soumis à des stress épouvantables pendant de nombreuses années. Et puis, on les... J'ose pas dire le mot rajeunir, mais on les revitalise. Et puis, on permet à l'animal à ce moment-là de mieux s'en sortir. Pour nous autres, l'échec, oui, il y en a des échecs, mais on peut dire que 8 fois sur 10, c'est positif. Oui, on a des échecs, mais les échecs, j'ai toujours ma valise noire, comme je dis souvent. Ma valise noire est là. J'ai encore mon bon vieil arsenal et je m'en sers. Mon rôle, c'est de ramener l'animal à la santé. Je dois utiliser des cortisones, je l'utiliserai. Des antibiotiques, je les utiliserai aussi. L'histoire se répète, mais pour le savoir, faut-il encore la connaître. Cet hôpital a été créé il y a 100 ans, en 1894. Mais ce n'est qu'en 1952 qu'on lui a donné le nom de l'hôpital Reine-Élisabeth. Avant, c'était le Montreal Homeopathic Hospital, un hôpital homéopathique à Montréal, avec ses techniques, avec ses médecins spécialistes en homéopathie, formés dans des universités américaines, où on comptait une centaine d'hôpitaux du genre. Cependant, après la Première Guerre mondiale en Amérique du Nord, les médecines alternatives ont dû céder la place à la médecine moderne, plus scientifique, axée sur l'industrie pharmaceutique et les antibiotiques. Le scénario en Europe a été totalement différent. Les médecines alternatives ont continué à exister, côtoyant la médecine moderne, et c'est toujours le cas. Mais ça ne se fait pas sans controverse. Introduite par les familles royales, l'homéopathie a depuis longtemps droit de cité en Grande-Bretagne. Le Royal London Homeopathic Hospital a été fondé en 1849. Cet édifice est en fait la 3e version de l'hôpital, qui a été déménagée puis agrandie pour faire face à une demande toujours croissante. Plusieurs de ces patients aboutissent ici en dernier recours, désenchantés du peu de résultats des traitements conventionnels.
Les médicaments qu'on leur prescrit sont majoritairement homéopathiques, ce qui a dérouté d'abord cette jeune pharmacienne, aujourd'hui convertie à l'homéopathie. This morning we've had quite a lot of skin patients through, so they've been seen at one of the consultants' dermatology clinics. The other conditions that are treated quite commonly here are people with allergies, people with skin conditions like we've had today. We see a lot of children with hay fever, allergic rhinitis. We also do complementary cancer therapy at the hospital, and other conditions which respond well to homeopathy are things like eczema, post-viral fatigue syndrome, ME, tired all the time syndrome. Those kind of things generally tend to work very well. En Grande-Bretagne, les homéopathes non médecins sont libres d'exercer, mais non pas dans les hôpitaux. Dermatologue et rhumatologue, le Dr Peter Fisher fait appel à l'homéopathie pour traiter des cas lourds, comme cette patiente atteinte d'eczéma chronique. They use a little mixture of conventional because I had an infection and they needed to control that before the homeopathy could sort of start to take effect. So they're trying to work a balance. This is what we mean by complementary medicine. Because she had an infection, the best thing was to treat it with antibiotics at that stage. But of course, the long-term answer is to get the skin better so it won't get infected. Le traitement sera long, mais la patiente apprécie déjà l'approche holistique de l'hôpital. One of the biggest helps I found was talking to the registrar, and she's spent a lot of time in the first 3 or 4 days getting to know me and drawing out different reasons as to why my eczema might be so bad. And there were things that I'd never addressed before, and I felt them very important now. And I think that's one of the biggest ways to get better, is to actually address your personal stress and problems. Really fairly comfortable. On compte 5 hôpitaux homéopathiques en Grande-Bretagne. Le Royal London Homeopathic Hospital est quant à lui devenu un centre international de formation. Mais ce type d'institution spécialisée est, semble-t-il, appelé à disparaître. Mais je pense qu'à l'avenir, ce ne seront pas des hôpitaux indépendants, ce seront des départements aux grands hôpitaux. Mais jusqu'à maintenant, on a été tellement persécutés qu'il fallait un petit peu avoir son propre identité. Mais de plus en plus, on va essayer, et je pense que cette tendance est déjà bien évidente, de s'intégrer dans les autres hôpitaux, les hôpitaux normaux. Are you sweating much? Not now. Cette patiente, soumise à l'interrogatoire homéopathique, reçoit aussi des traitements en chimiothérapie et en radiothérapie. On a un service assez grand du cancer, ce qu'on appelle complementary cancer therapy. Ce n'est pas exclusivement homéopathie, ça inclut aussi la relaxation, par exemple, aromathérapie, acupuncture pour la douleur, etc. Donc c'est tout un ensemble, mais surtout l'homéopathie. Et ce qu'on essaie de faire est d'améliorer la qualité de vie. On ne parle pas de guérison de cancer, non, absolument pas. Mais on peut améliorer la qualité de vie et on vient de faire un petit recherche qui montre que vraiment il y a une amélioration de qualité de vie, de dépression, d'anxiété très nette avec ce traitement. La Grande-Bretagne est en quelque sorte le paradis des médecines douces. En vertu du droit coutumier, tous les thérapeutes non médecins peuvent y exercer la médecine, à condition de s'adresser à des adultes consentants et de ne pas s'afficher docteur en médecine. En France, par contre, les thérapies alternatives soulèvent beaucoup plus de passion et de débats. Les défenseurs purs et durs de la médecine officielle n'ont pas encore digéré certaines victoires des médecines parallèles, dont la plus éclatante peut-être a été remportée ici, il y a 12 ans, à la faculté de médecine de Bobigny de l'Université Paris-Nord. En 82, l'ancien doyen de la faculté, le docteur Pierre Cornillot, réussissait en effet de haute lutte à sortir de l'ombre certaines médecines naturelles. 6 spécialités sont dorénavant inscrites au programme des cours offerts aux gradués en médecine, soit l'acupuncture, la physiothérapie, l'auriculothérapie, l'ostéopathie, l'homéopathie et la naturopathie. Alors bien sûr, ça fait l'effet d'une éruption, un peu d'une bombe. Il y a eu beaucoup de polémiques. On a eu droit à
des centaines et des centaines d'émissions, d'articles, enfin dans tous les sens, pour en général dire que nous étions des gens catastrophiques. Mais dans la pratique, vous voyez, maintenant ça fait 12 ans, on a tous les ans 200, 300 médecins que ces formations intéressent. La jeune juriste parisienne Isabelle Robard, qui a étudié à fond le phénomène des médecines parallèles, prédit qu'elles viendront à bout des résistances. Elle avance même l'idée d'une seconde révolution de la médecine moderne. La première révolution médicale, c'était, je pense, la pensée cartésienne qui s'est imposée non seulement en France, mais en Europe, et qui a vu l'instauration de la chimiothérapie, des médicaments de synthèse, et qui a permis d'éradiquer un certain nombre de maladies, c'est sûr. La seconde, c'est un retour aux sources, pourrions-nous dire, c'est-à-dire un retour vers des techniques plus ancestrales qui font appel à des plantes, à des choses beaucoup plus proches de la nature et qui s'inscrivent dans un cadre écologique, l'écologie sanitaire, nous pourrions la qualifier. Si les médecins ne font pas attention, un jour, ce seront des techniciens, des super techniciens, très contrôlés par l'informatique, autorisés à quelques dépenses, et ils auront raté tout le reste. C'est-à-dire toutes les dimensions de l'anthropologie médicale, de la sociologie médicale, de la sociologie de la santé, des rapports entre l'urbanisme, l'environnement, la prévention, les maladies chroniques, etc. Toutes ces choses-là sont des problèmes énormes, mais qui finalement n'ont pas l'air d'intéresser ce qu'on appellera la médecine technique. En 92, Isabelle Robard publiait un livre choc sur la santé hors la loi, véritable réquisitoire en faveur des thérapeutes non médecins qui n'ont aucune reconnaissance légale en France. L'ostéopathe Guy Roulier est l'un de ces hors-la-loi de la santé, à l'avant-scène de la controverse médecin-non médecin. Une dizaine de fois, matin et soir. Disons que le temps des poursuites est fini pour la majorité des médecins, mais il reste, disons, une petite milice d'arrière-garde qui ne désarme pas et qui continue à vouloir pourchasser les ostéopathes et les non-médecins. Je trouve que ceci est grave, car nous sommes à l'heure de l'Europe, nous sommes reconnus dans la plupart, reconnus ou officieusement ou officiellement dans la plupart des pays d'Europe, puisque l'Angleterre maintenant va créer un statut pour les ostéopathes. En Allemagne, je peux exercer librement. En Belgique aussi, en Suisse aussi, en Espagne et en Italie, les choses évoluent très très vite. Il est temps qu'on voit maintenant non plus les intérêts corporatistes, mais l'intérêt des malades. Est-ce que cette controverse autour des médecines douces ne tient pas davantage à des raisons purement économiques? Elle tient de façon primordiale à ces raisons, c'est évident. Vous avez à peu près 175 000 médecins qui pratiquent. De l'autre, parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel pour recenser tous ces médecins, tous ces non-médecins plutôt, tous ces praticiens, guérisseurs, magnétiseurs, radiesthésistes, naturopathes, ostéopathes. Vous en avez, mettons, 10 ou 15 000. Et il est bien évident que si on regarde le nombre de médecins eu égard au nombre d'habitants, il y en a trop. Et c'est une remarque qui est d'ailleurs commune dans certains pays européens. Preuve en est, le numerus clausus dans les facs de médecine s'est renforcé. On a même fermé les facs de médecine pendant un certain temps. Donc, ce qui montre bien qu'il y a trop de médecins. Et ces médecins, donc, vivent de moins en moins bien sur le plan économique. Donc, ils ont effectivement intérêt à ramener vers eux ces techniques qui risquent de leur ramener une clientèle supplémentaire. Ces débats n'ont tout de même pas empêché des pratiques alternatives comme l'homéopathie de se développer de façon spectaculaire. Les médicaments homéopathiques de fabrication française, spécialement Boiron et Dolizos, sont reconnus à travers le monde et vendus en France dans plus de 80 000 pharmacies. 18 000 médecins sont spécialisés en homéopathie. 20 millions de Français y ont recours pour se soigner. Ce n'est pas du vrai antigène, c'est de l'antigène qui a été enregistré de façon magnétique sur de l'eau. Le chercheur en immunologie de renommée internationale, Jacques Benveniste, affirme avoir trouvé la clé de l'efficacité de certaines substances hautement diluées, comme les médicaments homéopathiques. C'est ce qu'il appelle la mémoire de l'eau. Les homéopathes utilisent un principe qui est le fait que les molécules biologiques communiquent entre elles par des ondes radioélectriques. Les molécules sont des antennes. Et c'est connu, les fréquences émises par les molécules, c'est connu depuis 50 ans. C'est une notion complètement classique, c'est pas du tout une notion nouvelle. Simplement, ce que nous disons, c'est que ces fréquences émises par les molécules, c'est leur langage. C'est comme ça qu'elles se parlent l'une à l'autre. Et ça se passe par l'intermédiaire de l'eau.
Si bien que si à un moment donné vous retirez l'eau qui est entre les molécules, elle a gardé la trace de la molécule comme une bande magnétique. En ce moment, l'image est enregistrée sur une bande magnétique, elle va garder la trace de l'image. C'est le même principe. En France et même dans la communauté scientifique internationale, la controverse fait rage autour des travaux du docteur Benveniste, qui a même été sommé par ses patrons de fermer son laboratoire. C'est vrai que si nous passons à la biologie électromagnétique, la biologie change complètement. C'est-à-dire qu'on se servira d'informations numériques, on transmettra les molécules à distance, on transmettra les médicaments par le câble ou par le téléphone, puisque un médicament n'est rien d'autre qu'une activité radioélectrique. Et qu'évidemment, tout va changer. Alors, bon, les gens n'aiment pas que ça change.